Première grande question, les Français ont-ils la flemme? Ça fait quelques mois qu'on a beaucoup entendu ça dans les médias, dans les journaux, à la radio, etc. En fait, il y a eu une farandole de ce qu'on appelle un peu des buzzwords aujourd'hui, donc voilà, des mots qui ont fait grand bruit. Alors le premier mot dont on a beaucoup parlé, c'est la grande démission. Vous en avez entendu parler, je pense, comme moi. Et ensuite, on a parlé de quiet quitting. Quiet quitting, en anglais, c'est la démission silencieuse. Donc c'est en fait le phénomène qui consiste à, très concrètement, en faire le minimum au travail. C'est-à-dire, voilà, je viens, je fais mes horaires de travail, je fais ce qu'il y a écrit sur ma fiche de poste, mais pas plus. Je ne fais pas d'excès de zèle, je ne fais pas d'heures supplémentaires, etc. Et donc voilà, c'est un phénomène qui a beaucoup fait parler de lui. Puis on a eu aussi des mots un peu inventés, comme par exemple on a parlé des tracances, la contraction de télétravail, de travail et vacances, donc le fait de télétravailler pendant ses vacances. Donc voilà, les médias se sont beaucoup interrogés sur ces phénomènes et finalement cette année on n'a jamais parlé autant du travail qu'auparavant. Donc vous êtes pile voilà, dans l'actualité sociale au NACA cette année. Et puis donc la grande démission, peut-être revenir sur ce terme, c'est important de reposer les choses. En 2021, en fait, ce phénomène, il a d'abord touché les États-Unis. Ça s'est appelé la Great Resignation aux États-Unis. Et en fait, il y avait près de 50 millions d'Américains qui ont démissionné pendant le premier trimestre. C'est des chiffres qui n'avaient jamais eu lieu depuis les années 2000. Et en France, alors le taux de démission, il était historiquement haut. C'est vrai, au premier trimestre 2022, il y a à peu près 2,7% des gens qui ont démissionné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de démission, c'est un indicateur cyclique. Ça veut dire qu'en fait, il est bas durant les crises. En gros, quand ça va mal, on ne bouge pas trop. Et quand on est en reprise économique, il y a un taux de démission puisque l'activité reprend. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé en 2022. Parce que post-Covid, reprise de l'activité économique et donc fluidité dans le marché de l'emploi, et donc les gens ont bougé. C'est aussi pour ça qu'ils ont démissionné, pour finalement pas forcément rejeter le travail en bloc, mais rejeter potentiellement des mauvaises conditions d'emploi et donc chercher ailleurs. Une des choses qui est très importante pour les jeunes générations aujourd'hui, mais pas que, vous allez le voir, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc en fait, pendant le Covid, pendant les confinements, ceux qui n'étaient pas en première ligne, ceux qui ont pu expérimenter un autre rapport au temps, la grande conclusion de ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a une grande majorité de Français, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe c'est à peu près pareil, s'exprime aujourd'hui une volonté beaucoup plus forte d'avoir du temps pour soi. Donc cette aspiration, elle est vraiment généralisée, et elle concerne presque toutes les classes sociales, parce qu'on a beaucoup dit, post-Covid, si je caricature un petit peu, c'est quelque chose qui concerne seulement les classes les plus privilégiées, les plus favorisées, les plus diplômées. C'est pas vrai du tout. En fait, ce qu'on observe et quand on discute avec beaucoup de RH et d'employeurs, ils nous disent tous la même chose. Les jeunes, quel que soit leur niveau d'études, aspirent à cet équilibre vie pro, vie perso et nous le demandent très tôt. Alors, tout le monde ne demande pas du télétravail parce qu'il y a beaucoup de métiers où c'est juste impossible, mais ça va se jouer ailleurs. Par exemple, je vous donne des exemples. Il y a une volonté très forte d'avoir ces plannings à l'avance pour pouvoir s'organiser, tout simplement. Je discutais la dernière fois avec une représentante de syndicats dans le milieu du commerce, alors pas du commerce agricole, mais du commerce de textile, qui me disait, en fait, nous, on n'arrive plus à recruter, les jeunes ne viennent plus chez nous parce qu'ils en ont marre d'être appelés la veille pour le lendemain. Est-ce que tu peux être au magasin à 8h au lieu de 8h45 ? Est-ce que tu peux rester jusqu'à 21h plutôt que l'heure de la fermeture habituelle ? Tout ça, ça ne passe plus. Oui, les Français ont la flemme, les jeunes ne veulent plus travailler. On a un peu entendu ça dans les médias, là, il y a quelques mois. Alors, moi, j'aimerais nuancer un petit peu les choses, parce que quand vous vous penchez sur les études sociaux, certes, la place du travail recule un peu. C'est-à-dire que quand on leur demande qu'est-ce qui est important dans votre vie, et d'ailleurs, vous l'avez fait dans votre sondage pour les jeunes, 70% de vos jeunes interrogés répondent « le travail est important dans notre vie » et c'est valorisant. Donc le travail occupe toujours une place centrale dans la vie des gens, mais en revanche, il perd un petit peu de points, on va dire, par rapport à d'autres sphères, et la sphère domestique notamment, et la sphère des loisirs. Depuis les années 70-80,
les grandes institutions collectives sont en perte de vitesse. Vous savez, l'Église, les partis politiques, les syndicats, toutes ces grandes institutions collectives qui scandaient un peu la vie sociale sont en perte de vitesse. Donc, où est le lieu où on fait encore l'expérience du collectif? Eh bien, c'est l'entreprise. Paradoxalement, en fait, les jeunes attendent beaucoup de leur travail et de l'entreprise. Donc, c'est pas vrai de dire ils s'en fichent et le travail n'a plus d'importance pour eux. Et le travail, c'est ce qui nous confère une place dans la société. Ça, ils en ont bien conscience. C'est ce qui permet de nous réaliser, de nous épanouir, de nous sentir utiles. Des termes qu'on a entendus beaucoup là dans le sondage, enfin le petit reportage qu'on a vu. Est-ce qu'on assiste vraiment à un choc des générations? Est-ce que vraiment les jeunes ont un rapport au travail si différent de celui des générations les plus anciennes? Il y aurait les boomers, vous savez, ce mot caricatural qui correspond à ceux qui sont nés pendant les 30 Glorieuses, qui auraient encore le sens du devoir, du sacrifice au travail, et puis de l'autre côté, il y aurait une génération de fainéants et d'individualistes que constituerait la génération dite Y. Deux points de vigilance sur ces discours sur les générations. Le premier, c'est que ces discours sur les générations nient les différences liées à l'origine sociale et territoriale. Comme pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Un jeune de 25 ans ou de 20 ans qui a grandi dans le bassin minier, par exemple, qui n'a pas de diplôme, n'a pas du tout les mêmes aspirations du travail vis-à-vis d'un jeune parisien du même âge qui sort d'une grande école de commerce, par exemple. D'accord ? Ça, c'est assez évident. Donc déjà, ces discours qui parlent d'une jeunesse comme un ensemble homogène, bon, ça ne tient pas vraiment la route. Et puis les discours qui ont tendance à opposer les générations, en fait, nient ce que nous disent les études, c'est-à-dire que quand vous interrogez les gens sur leurs attentes vis-à-vis du travail, quel que soit leur âge, ce qui ressort, c'est toujours les 3 mêmes dimensions. Et ça fait des années que c'est les mêmes. Et c'est celle-là. Vous allez me dire, c'est quand même un peu du bon sens. La première, bien gagner sa vie. La rémunération reste très importante dans les attentes vis-à-vis du travail. La deuxième, faire quelque chose qui nous intéresse, qu'on ne s'ennuie pas, intellectuellement, qu'on se soit stimulant, qu'on se soit stimulé. Et puis, avoir une bonne ambiance, c'est-à-dire avoir des relations sociales de qualité. Et voilà, très très vite, on nous dit l'importance des collègues au travail. Et ça ne bouge pas, et c'est quel que soit l'âge. Donc déjà, les attentes fondamentales restent les mêmes, elles sont communes. Il faut quand même rappeler, avant de commencer sur les attentes du travail, vis-à-vis du travail pour les jeunes, c'est que le contexte socio-économique n'est plus du tout le même que celui qu'ont connu nos parents, par exemple. Beaucoup d'études montrent aujourd'hui que à travail égal, ça ne permet plus d'augmenter massivement notre niveau de vie. Là où avant, c'était assez facile de dire, si tu veux avoir génération en génération, quoi, c'est voilà, ça. c'est ça. Ouais. Si tu veux avoir plus de pouvoir d'achat, travaille plus. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi vrai. Et puis le dernier grand changement qui impacte notre nouvelle relation au travail, c'est 2020. Bon, je date ça de là, mais c'est la massification de la prise de conscience de l'urgence et de la crise climatique. Les jeunes ont conscience qu'ils vivent dans un monde beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus précaire, au sens où c'est pas si facile de trouver un emploi, de se loger avec ses revenus qu'on tire de son travail, etc. Les jeunes, c'est vrai, n'ont pas le même rapport de loyauté à l'entreprise que ce qu'on pouvait avoir avant. L'idée de se sacrifier pour son entreprise ou pour son boulot en général, cette idée-là a vécu. Déjà, certains jeunes ont vu leurs parents connaître des situations de licenciement économique ou se sacrifier au travail pour finalement peu de reconnaissance à la fin de leur vie. Donc il y a une espèce de rupture de confiance qui a eu lieu. Deuxième chose, les jeunes ont un rapport beaucoup plus transactionnel à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, là où avant, j'étais dans un rapport de loyauté, de confiance parce que je connaissais le patron, je connaissais la famille, etc. Aujourd'hui, on est plus dans un rapport à l'anglo-saxonne, donc transactionnel, c'est-à-dire
je te donne ma force de travail, mais en échange, j'attends d'être bien traité, d'être bien rémunéré, d'être formé, etc. Et si j'estime que je ne trouve pas ce que je cherche, je n'aurai pas de mal à aller voir ailleurs. Ça, je pense que vous le constatez. Donc, on dit parfois qu'ils sont plus volatiles. Et je reprends un chiffre du sondage fait par le NACA. Il y a 70% des jeunes interrogés qui envisagent de changer d'employeur plusieurs fois dans leur carrière. Ça, c'est totalement intégré. Ils n'ont pas vraiment l'idée qu'ils vont passer 30 ans, 40, dans la même entreprise. Ils ont une nouvelle vision de la réussite. Pour la génération X, donc voilà, ceux qui sont nés pendant les 30 Glorieuses, réussir, c'était quoi? Je vais un peu généraliser, hein, ne m'en voulez pas, mais réussir, c'était quoi? C'était se stabiliser. C'était décrocher un job, de préférence un CDI, dans une grande entreprise ou l'entreprise familiale que l'on a toujours connue, avec des bons avantages sociaux, hein, quand même, c'était ça, hein, avoir des chèques vacances, potentiellement une voiture de fonction, participation, intéressement, etc. Et puis avoir une carrière longue, c'est-à-dire monter les échelons progressivement, la mobilité verticale. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette logique-là. Plus du tout même. Plus du tout. Non. Je ne serais pas aussi tranchée parce que la stabilité demeure importante, c'est-à-dire que souvent on dit oui, le CDI est mort, les jeunes ne recherchent plus un CDI. C'est pas tout à fait vrai parce que sans CDI, ils ne peuvent pas se loger. Je repensais à cette histoire-là. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de CDI, c'est extrêmement difficile de louer un appartement ou d'acheter. Donc, ils sont quand même bien, ils vivent dans la vraie vie, ils sont bien conscients que c'est important. En revanche, toutes les choses que je disais tout à l'heure associées à la réussite plutôt symbolique, ça c'est vrai, ça a à peu près disparu. Donc, c'est pas ça qui va les attirer. Et puis, ils sont dans une logique plus voilà, d'agilité, de changer en fait. Et puis de rapport au temps, qui est très différent. J'en discutais hier soir avec l'un d'entre vous, qui me disait qu'il le voyait tout à fait, c'est que aujourd'hui, les jeunes ont un rapport à l'urgence, presque comme s'ils voulaient tout de suite. Alors, pareil, ça s'explique avec le contexte socio-économique. On est dans une société de l'hyperconsommation. D'accord, on vit aujourd'hui, vous l'expérimentez comme moi, dans le boom de la livraison à domicile. On commande sur Internet, on est livré à J+1 aujourd'hui. Donc, on commande, on a tout de suite. Et bien ça structure nos imaginaires, ça structure notre rapport au temps. C'est pas que les jeunes. Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est vrai qu'ils ont une tendance à peut-être ne pas forcément vouloir attendre d'avoir, de se sentir bien dans leur job. Ils voudraient que voilà, ça leur arrive tout de suite, et puis s'ils estiment qu'ils ne sont pas bien ou pas heureux, ben, ils vont voir ailleurs ou ils cherchent autre chose. Aujourd'hui, dès 20 ans, les jeunes qui sortent d'école ou d'autres filières, qui n'ont pas encore expérimenté le milieu du travail, souhaitent avoir un job qui soit aligné avec leur vision de la vie, leurs valeurs, etc. Donc ce phénomène de reconversion, en fait, c'est même pas une reconversion, ils veulent tout de suite être complètement alignés. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de leur rapport au temps qui change. Alors, notre, quand même, grande transformation qui, de fait, impacte tous les secteurs. Hein. Là, vraiment, tout le monde est interrogé là-dessus. Voilà, c'est cette valeur de l'écologie et de la préservation du vivant qui monte. Effectivement, ça ne concerne pas au même niveau toutes les jeunesses. Hein. Cette histoire de y aurait-il une génération climat, ça ne tient pas les données sociologiques, c'est effectivement plutôt des jeunes diplômés, plutôt des femmes d'ailleurs, et plutôt des gens qui vivent dans des centres urbains ou associés. Il y a un autre changement qui est assez intéressant, c'est l'attrait pour le statut du travail indépendant. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça ? Dans les organisations qu'on appelle pyramidales, c'est-à-dire où les salariés ont assez peu de marge de manœuvre sur leur travail, peu d'autonomie, peu de flexibilité, en fait, l'indépendance apparaît comme le Graal. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes dans une grosse structure où il y a 15 échelons hiérarchiques, vous ne pouvez pas donner une idée sans lever le petit doigt. Bon, de fait, il y a beaucoup de fantasmes sur le travail indépendant. Et c'est vrai que les études sociaux montrent que les travailleurs indépendants, en général,
Donc, les chefs d'entreprise, beaucoup d'entre vous, les artisans, les professions libérales, sont en moyenne plus satisfaits au travail que les salariés. Les moins satisfaits, ce sont qui? Ce sont les ouvriers de l'industrie, les employés du commerce et les administratifs d'entreprise. Alors, moi, je voudrais quand même relativiser la réalité de ce boom de l'indépendance, parce que, vous avez vu, j'ai mis 2 photos un peu extrêmes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le travail indépendant qui est un peu fantasmé, voilà, qui serait ces gens qui ont une autonomie absolue sur leur organisation, leur emploi du temps, qui travaillent de partout, etc. Les actifs qui ont pu se libérer du travail, qui voient plutôt le travail comme une aventure presque, parfois on lit ça dans des fiches de poste, versus les auto-entrepreneurs, et notamment, évidemment, les livreurs, par exemple, qui ont une expérience du travail beaucoup plus contrainte. Vous savez, comme vous et moi, que les livreurs Deliveroo, les chauffeurs Uber, n'ont pas d'autonomie sur la façon dont ils fixent les prix, leurs horaires, etc. Donc, ce n'est pas de la vraie indépendance. Donc, pour revenir sur l'attrait du travail indépendant, c'est un mouvement lent, assez marginal aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité de la population française reste en emploi salarié CDI, 88-89%. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui disent « pourquoi pas l'entrepreneuriat, pourquoi pas devenir auto-entrepreneur quelques années ?» et encore une fois, beaucoup plus tôt qu'il y a quelques années. Et c'est ça qui doit vous interroger. Les jeunes rejettent les chefs. Ils ne veulent plus de managers. C'est pas tout à fait vrai, non plus. Les jeunes ne rejettent, moi j'ai tendance à dire, ils ne rejettent pas les chefs, ils rejettent les mauvais chefs. En fait, ils rejettent les pratiques managériales un peu toxiques. Si je prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration, par exemple, comme ça je ne me mouille pas, c'est pas votre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un scoop ce que je vais dire. Il y a eu beaucoup d'abus dans ce secteur-là. Le travail gris, on déclarait la moitié des heures payées, le fait qu'on demandait aux gens de rester en plus de leurs horaires, etc., sous prétexte qu'on était dans un travail passion. Vous savez, ce fameux mot du travail passion. Quand vous êtes cuisinier, serveur, et on entendait, vous avez ça dans le sang, etc. Pareil dans le BTP, et pareil dans plein de secteurs. On acceptait un peu tout et n'importe quoi. Et puis surtout, il y avait une petite tendance à dire, de la génération au-dessus, moi j'en ai bavé. Moi, on m'a fait vivre ça. On m'a fait vivre un peu le bisoutage, ou on m'a testé. Donc je ne vois pas pourquoi, toi, tu ne vivrais pas la même chose que moi, à ton âge. Et c'est ça, en fait, qui ne passe plus aujourd'hui. C'est cette espèce de cycle qui voudrait qu'on reproduise ce qu'on a vécu, nous. Moi, plutôt que de parler de la valeur travail, je préfère parler de la valeur du travail. Et je vous invite à vous poser un petit peu la question à qu'est-ce qui confère de la valeur au travail? Qu'est-ce qui confère du sens au travail? Et on y reviendra peut-être pendant la table ronde, je vais y aller vite, mais il y a une étude qui met en avant, une étude de la DARES, un organisme public, qui met en avant 3 dimensions clés pour comprendre qu'est-ce qui confère de la valeur au travail. Le premier critère, c'est l'utilité sociale. C'est est-ce que dans mon métier, finalement, je contribue au bien commun? Ou au contraire, est-ce que c'est délétère pour la planète ou la qualité des liens sociaux? Eh bien, c'est intéressant d'observer que les métiers les moins bien valorisés socialement sont les métiers qui ont un haut score d'utilité sociale. Je ne sais pas à quoi vous pensez, par exemple. Aide-soignante, exactement. D'ailleurs, c'est le numéro 1. Aide-soignante, aide à domicile, assistante maternelle sont les métiers qui ont le plus haut score d'utilité sociale, c'est-à-dire je sais bien que je transforme positivement le monde en faisant ce que je fais. Deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle la cohérence éthique. Est-ce que j'agis au travail en cohérence avec mes valeurs et mes normes éthiques professionnelles? Est-ce qu'on me demande de faire des choses dont je suis fière, enfin, avec lesquelles je suis OK ou pas? Je prends un exemple pour vous montrer que ça, c'est une dimension qui a considérablement chuté ces dernières années, et c'est ça qui contribue à générer du mal-être au travail. Je prends un employé de banque. Il y a quelques années, l'employé de banque se sentait au service, en conseil d'une famille qu'il connaissait, etc. Il restait dans l'agence longtemps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il change tous les 18 mois. Il n'a plus du tout cette posture de conseil. Et quand vous lisez les études, ils vous disent « mais moi j'ai l'impression que je dois juste vendre des produits ».
Voilà. C'est ça, quand la cohérence éthique est menacée, c'est quand on ne se sent plus en accord avec nos normes éthiques et professionnelles. Et la dernière valeur, et c'est très très important pour vous, c'est la capacité de développement. C'est dans mon job, est-ce que j'ai le sentiment de grandir professionnellement? Est-ce que j'apprends des choses? Comment les attirer et les fidéliser? Là, je ne vais pas dire des choses, je pense, très surprenantes, mais la première, c'est aller à leur rencontre. Encore une fois, je reprends un chiffre de votre sondage. Les jeunes, comment ils ont accès aux offres d'emploi? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller dans une entreprise, etc. C'est leur pair, P-A-I-R-S, d'accord? C'est le hasard des rencontres, c'est parce qu'ils vont entendre le bouche à oreille, etc. Donc il faut vraiment déjà parler de vous et puis investir leurs canaux. L'autre jour, j'étais avec des professionnels du médico-social qui me disaient on a lancé une grande campagne de marque employeur pour promouvoir les métiers du lien social, donc aide à domicile, etc. Ils ont fait ça sur des panneaux d'affichage et à la télé. Les jeunes ne regardent plus la télé. Donc, il faut vraiment aller là où ils sont. Et bon, ça, je pense que vous l'avez évidemment bien en tête. Et bien sûr, se pencher sur les conditions de travail. Je pense qu'on y reviendra dans la table ronde. Donc, je n'y reviens pas forcément, mais voilà, la flexibilité, l'équilibre des temps de vie, c'est hyper important. Et bien sûr, la rémunération, parce que vous l'avez vu, ça reste un critère. Et vraiment, et ça, ce n'est pas des choses qui forcément coûtent de l'argent, mais veiller à la qualité du management. C'est très important. Non, ils ne rejettent pas les chefs, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont envie d'apprendre. Donc, voilà, il faut veiller à la qualité du management et bien sûr parier sur la formation tout au long de la carrière professionnelle pour stimuler cette dimension de développement qui est conférée dans le sens au travail. Merci à tous. Merci.